Avant que la vidéo ne commence, merci beaucoup à toute l'équipe de Paprec pour la Figaro Paprec qui m'a permis d'accéder et qui m'a permis de tourner sur les quais de Rouen, qui m'a permis d'avoir cette interview avec Maëlle Garnier qui est en fin de vidéo. Et merci beaucoup à Maëlle Garnier qui m'a accordé cette interview justement sur la Figaro Paprec à Rouen. Je vous laisse avec la vidéo. Abonnez-vous. Franchement, ce serait cool si vous vous abonniez. Bon, merci beaucoup et puis bonne vidéo. Vous êtes là, vous? Bon, et ben aujourd'hui, on va s'intéresser un peu à la voile et on va aller sur la solitaire du Figaro. Non, histoire que je vous montre un peu. Parce que c'est vrai que c'est un peu la DA de la chaîne, là, en ce moment. Et donc, du coup, bah, quitte à avoir un truc près de chez moi, autant vous embarquer. Alors, dans la dernière vidéo, je vous avais parlé des classes 40, qui est une catégorie de bateaux. Là, derrière moi, c'est des Figaro. Figaro qui est une autre classe de bateaux. Oui, parce qu'en fait, il y a plusieurs classes de bateaux et il y a plusieurs constructeurs de bateaux. Et là, on va parler de Beneteau qui fait les Figaro et justement, on va s'intéresser un peu à ça parce qu'il y a des trucs à dire. En gros, si vous voulez, l'IMOCA et le classe 40, c'est un peu comme de la Formule 2 et Formule 1 en voile. Ici, on est plutôt sur du monotype, donc c'est tous les mêmes. Voilà, il y a tout un alignement de bateaux qui sont tous les mêmes. Et donc du coup, ça va s'apparenter un peu comme la Formule 4. Pour ceux qui suivent YouTube, Squeezie avec, tu vois, sa course de Formule 4, le GP Explorer, tout ça, bah, c'est de la Formule 4, mais des mers. Voilà. Donc sur le Figaro qui est derrière moi, le massif, tu vas voir à l'inverse des classes 40 comme la vidéo du mois dernier, ici il y a des foils. Bon, les foils ça sert à délester le bateau, ça sert pas à voler, donc comme je te l'ai dit plus tôt dans la vidéo, c'est du monotype. Donc les foils en fait ça sert à délester, c'est-à-dire que ça va un peu porter mais ça vole pas, étant donné que pour que ça vole il faut une quille pendulaire. Attention, je vais faire un truc, enfin, je vous expliquerai un peu plus tard ce que c'est une quille pendulaire et le pourquoi ça vole. Ou regardez, c'est pas sorcier, ça marche très bien. Donc les foils vont permettre de délester le bateau et en fait c'est des petits bateaux comme ça. Mais je vais essayer de trouver un skipper histoire de lui poser plein de questions, histoire de, enfin, voilà, de vous intéresser un peu. Alors, ce qu'il faut savoir sur les Figaro, c'est que ce sont des bateaux de 9 mètres, 9 mètres 50 de mémoire. Alors, ce que je te disais tout à l'heure, c'était que sur les IMOCA, donc j'ai un graphique là, derrière moi, tac, 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 là, voilà, ça c'est un IMOCA. Ça, c'est un IMOCA. On ira, bien sûr, à la Jacques Vabre le mois prochain. Je te ferai une vidéo spécialement sur les IMOCA. Parce que c'est cool, les IMOCA. En fait, si tu veux, sur les IMOCA, machin, ici, tu as ce qu'on appelle une quille pendulaire. Donc, c'est une quille qui peut bouger d'un côté et de l'autre du bateau. Ce qui fait qu'elle est suffisamment longue et effilée pour pouvoir se reposer à la fois sur la quille ici et à la fois sur les foils, les ailes, voilà, pour pouvoir décoller. Et donc du coup, qui dit que tu décolles, dit que tu as moins de résistance. Et donc du coup, tu peux aller vachement plus vite. C'est le principe, par exemple, de l'America Cup. L'America Cup, c'est des bateaux qui décollent, en fait. Et donc du coup, qui vont vachement vite. Et ce qui est cool ici, c'est qu'il y a un simulateur d'IMOCA. Donc, je te pose ici, et donc, l'IMOCA, comme la vidéo du mois précédent. Donc ici, tu as ce qu'on appelle un winch, un truc qui tourne pour pouvoir régler les voiles. Normalement, ici, ça tourne. Voilà, pour pouvoir tondre les bouts. Donc on va faire un petit tour quand même, c'est pas un vrai, hein, c'est un simulateur. Donc c'est une cabine qui est reproduite. Voilà. Mais vu que j'ai ça sous la main, c'est cool. Voilà. Donc ça c'est un simulateur du IMOCA Paprec Arkea. Et donc du coup voilà. Donc tu as d'un côté ça, le winch qui va en fait certainement dans cela, vers les voiles d'avant ou les voiles d'arrière. Ensuite, tu as d'autres winches ici, donc avec
ce qu'on appelle le piano. Voilà, si tu as tout bien suivi sur mes vidéos, c'est le piano. Ici, tu as ta carte, donc ta carte avec tes zones de calme, tes zones de vent, ton parcours, là par exemple, tes caps, tes vents directeurs ici. Voilà, tu as pas mal de gouttes. Le compas, très très important le compas, pour pouvoir se repérer. La plupart des IMOCA sont, voire tous les IMOCA, sont en fait en barre franche, donc juste ça. Donc là tu as ta barre, et là tu as ton stick. Pourquoi un stick? Pour pouvoir, par exemple là, tu vois, hop, donc tu es dans ton bateau, mais s'il fait beau, non, voilà, mais s'il fait beau, pourquoi on a un stick? Parce que c'est quand même vachement plus simple si tu veux par exemple t'asseoir sur le côté, hop, et aller voir hop, ce qui se passe dehors. Bon, habituellement t'as pas de rideau parce que c'est un simulateur, mais en fait ici soit tu as une bulle et en fait avec ta bulle bah tu peux diriger ton bateau avec ton stick. Voilà, en faisant en sorte de ne pas tomber parce que c'est un bateau et que ça bouge, tout simplement. Alors, comme tu le vois là sur le panneau, il y a marqué bisut. Dans le monde de la voile, un bisut c'est un novice, c'est sa première course. C'est pour ça que c'est là d'où vient le bisutage. Donc le bisutage, c'est un parcours initiatique qu'on fait aux plus jeunes, voilà, à ceux qui viennent d'arriver. Salut, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Mel Garnier, j'ai 24 ans, je vais participer à ma 5e solitaire du Figaro. Et là on est dans le Figaro numéro 14, sur lequel je navigue depuis 5 saisons. Et voilà, je suis issu de la région, enfin je suis né en région parisienne, grandi à Nantes, ensuite en Bretagne Nord. J'ai démarré la voile un petit peu par hasard dans une famille où il n'y a pas de marins, en baie de Morlaix, en faisant des stages de voile à 4-5 ans à Térénès précisément. Après j'ai fait de la compétition sur optimiste sur l'Erdre à Nantes. Puis, quand mes parents déménagent en Bretagne, j'ai fait de l'optimiste sur la mer et j'ai bien accroché. J'ai fait 3e au championnat de France optimiste, ensuite champion de France en laser en 2016, en catégorie radiale, donc en moins de 19 ans. Et puis derrière, je me suis lancé le défi un peu fou de faire du Figaro sans jamais n'avoir fait de large avant. Parce que j'aime, moi, c'est la monotypie, donc c'est des bateaux strictement identiques. J'ai toujours fait ça et comme c'est un peu l'école de l'excellence dans la course au large et le meilleur tremplin, en tout cas c'est là où il y a le niveau est quand même très concentré, très relevé, bah, je me suis dit que c'était un passage obligatoire. Mes sponsors ont suivi et donc voilà, j'ai un peu créé tout ça de mes propres mains sans beaucoup d'aide extérieure. En tout cas mes parents ont aidé au début mais financièrement ça stagne très vite. Donc il faut trouver des sponsors et aujourd'hui j'ai la chance d'être bien accompagné donc, par Celencia et Serre France et puis d'autres partenaires aussi qui financent tout ce projet. D'accord. Donc sur tes sponsors Safran, c'est Serre France. Serre France. Serre France, ouais. Et c'est quoi comme type de sponsor en fait? Ils font quoi comme produit en fait derrière? Alors Serre France, c'est des comptables de base. C'est donc une compagnie française qui est mutualiste, une association en plus. C'est pas une entreprise qui est un peu installée sur tout le territoire. C'est un grand réseau avec 14 000 collaborateurs. Qui font du conseil, de la gestion de paie, tout ce qui est juridique aussi, juriste, accompagnement, création d'entreprise, et puis comptabilité. Donc il y a des experts comptables, il y a un peu de tout. Et c'est très orienté monde agricole et artisanat. Donc voilà, c'est assez sympa. Bon bah cool. Et Celencia, eux, c'est de la gestion de patrimoine et d'assurance vie. Ok. Voilà, c'est une compagnie française aussi. D'accord. Après, j'ai plusieurs questions. Sur un Figaro, donc sur par exemple la solitaire du Figaro, tu pars combien de temps en tout? Bah, en tout, c'est entre 10 et 15 jours de course. Il n'y a pas de règle, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va arriver. En tout cas, les étapes, le temps ciblé, c'est 4 jours et 4 nuits. Donc un peu plus de 96 heures à chaque fois. Donc on part le dimanche à chaque fois autour de 13 heures et on arrive le jeudi.
Et ensuite, on a 3 jours pour se reposer. C'est une course au temps par étape. Donc, on fait 3 étapes de 4 jours et 4 nuits en moyenne. À peu près 12 jours de mer au total, où on va aller puiser au fond de nous-mêmes et aller taper dans les ressources. Ouais, mais je me demandais quand tu navigues 4 jours et 4 nuits, tu dors comment? Comment tu t'organises en fait à bord? C'est surtout comment tu fais pour manger, comment tu fais pour prendre ta douche? Voilà, ça tombe bien. Bêtement. Déjà, la règle un peu, c'est de jamais avoir trop froid, jamais avoir trop faim et de jamais être trop fatigué. Donc pour ça, on a ce magnifique réchaud camping-gaz roulant qui a été adapté par Tom, mon préparateur, hein, sur ce support. Et là-dedans, en fait, je vais faire chauffer de l'eau. Et après, j'ai des plats lyophilisés comme ça. Donc c'est des plats déshydratés. On fait chauffer de l'eau, bouillir de l'eau. Et après, on ouvre ici et on réhydrate le plat. Et après, j'ai une grande cuillère et voilà, il n'y a plus qu'à se servir. C'est assez bon. Ça a vachement progressé ces derniers temps. Donc moi, j'arrive à me faire quand même relativement plaisir sur les plats. Alors, il y a une partie de lyophilisé, il y a aussi une partie d'apertisé. Les apertisés, c'est un peu les mêmes sachets, mais des plats plutôt en sauce, des plats mis soit sous vide, soit sous gaz neutre pour qu'ils se conservent un petit peu. Donc ça, on en emmène aussi pas mal. Et puis après, pour ce qui est de l'alimentation, de l'hydratation, j'ai des boissons améliorées avec un partenaire Influate qui me fait des boissons sur mesure parce qu'on se dépense quand même beaucoup toute la journée. On est éveillé 22 heures sur 24 à peu près. Donc on essaie de dormir par tranche de 5, 10, 15 minutes autant de fois qu'on peut. Donc on enchaîne ses siestes avec ce fameux réveil. Ça. Mais quelle joie et bonheur. C'est super. Donc on enchaîne en fait ces siestes-là, on essaie de s'alimenter, de s'hydrater en continu, jour et nuit, il n'y a pas d'heure de repas, on n'est pas... voilà, on suit pas le coucher de soleil, lever de soleil, mais en fait... en gros, tu manges quand t'as faim en fait. Voilà, c'est vraiment ça, on mange même avant d'avoir faim, parce que on n'a pas toujours tendance à réfléchir à tout ça sur l'eau. En tout cas, on s'oublie un petit peu. On pense beaucoup à la course et aux concurrents qu'il y a autour, à la gestion de la météo, du bateau, tout ça. Il ne faut pas s'oublier soi. Le confort à bord est très très limité parce que le bateau est nu. En fait, il n'y a rien, il n'y a pas d'isolation. Donc ça vibre, ça tape, c'est très humide. Et donc pour ça, j'ai un petit coussin, je ne sais même pas où il est. Il doit être là. Un petit coussin quelque part. Voilà, j'ai fait le choix de pas avoir pouf parce qu'à chaque fois ça se trempe et c'est pas terrible. Donc j'ai un gros duvet par contre. T'as un gros duvet, un petit coussin. Un duvet 5 degrés, ce petit coussin là qui est hydrophobe un peu et donc je le pose soit par terre là-bas et j'ai mes pieds ici, soit on a les bannettes sur les côtés donc les bannettes plus des rangements que des lits. En fait, voilà, on peut dormir ici et avoir ce petit espace de vie qui est quand même assez restreint. Ouais, c'est clair que c'est vraiment spartiate. Et puis après, on a des sacs qui font entre 15 et 20 kilos. Donc ces 3 sacs-là, plus un autre qui est ici. Qu'en fait, on charge de matériel. Une partie de matériel qui est obligatoire et puis le matériel qu'on emmène. Donc il y a le matériel de survie, de sécurité, une ancre, une combinaison de survie, des voiles aussi qui sont de part et d'autre du bateau. On voit jusqu'à l'avant là-bas. En fait, le bateau est quasiment vide, mais il y a de quoi ranger les voiles dont on ne se sert pas sur le moment. Et voilà, et donc tout ça, ça fait quand même entre 150 et 200 kg de matériel en tout, et qu'on vient déplacer de part et d'autre dans le bateau à chaque manœuvre et avant chaque changement de bord. Donc ça fait pas mal de sport au final. Donc pour ça, voilà, comme je disais, on enchaîne des siestes dès qu'on peut. Des fois, il y a des moments aussi où c'est un peu sport, donc on dort un peu moins, ou alors... dans le calme plat aussi, on pourrait penser qu'on dort, mais au final, on va rechercher le moindre petit souffle d'air, donc on va être sur le qui-vive et toujours au taquet dans le cockpit dehors le bateau. Et voilà, donc les moments de sommeil sont rares et c'est ça qui fait que cette course est dure, c'est que sur des fois 4 jours, 4 nuits, on va dormir, ça se trouve, on va dormir que 6-7 heures, même pas. Puis à la fin, c'est celui qui aura fait le moins d'erreurs qui va gagner. Donc c'est la lucidité qui joue énormément forcément. Après, je vois derrière toi que tu as tout un équipement informatique, donc forcément pour les cartes et pour tout ça. Je me posais la question, tu as des panneaux solaires ou niveau énergie, en fait, comment tu Niveau fais énergie, en temps normal, on peut avoir un panneau solaire. Sur cette course-là, on ne l'a pas, parce que tout le monde n'en a pas encore. Ça arrive petit à petit sur nos bateaux. En tout cas, on n'est pas autonome avec un panneau, malheureusement. Donc, on a le moteur qui est ici en dessous de toi. Ok. Et puis, on a les 2 batteries de servitude là, qui servent en fait à alimenter tout le circuit, le
pilote automatique aussi, parce qu'on s'en sert un petit peu en solitaire, ne serait-ce que pour manœuvrer le temps qu'on est à l'intérieur et tout ça. Donc j'ai cette petite télécommande qui doit être par là, autour du cou. Une petite zapette comme ça. Qui me permet en fait de diriger le bateau en lui donnant des consignes de degrés, soit par rapport à un cap, soit par rapport au vent. Et puis derrière, j'ai cet ordi avec la cartographie dessus, et un écran pareil qui est dehors, qui est connecté en Wi-Fi à l'ordi pour avoir le retour de l'écran dehors. Et donc j'ai en fait ma cartographie avec mon bateau qui apparaît ici, là on est à Rouen. Et derrière après j'ai la carte avec les vents, les courants, tout ce qu'on a chargé en fait avant de partir, qui va nous servir à faire notre route par la suite au plus efficace possible. Donc c'est des cartes qui sont préchargées en fait. Tout est préchargé. T'as pas du tout internet, non. T'as rien du tout. Donc tout ça, après si ça plante, on a encore des moyens de secours. Donc j'ai un téléphone mais sans carte SIM que j'ai le droit d'embarquer, avec une tablette pareil sans carte SIM, où en fait on a des cartes de rechange entre guillemets, avec un peu moins d'infos que là, mais ça nous permet quand même de continuer la course. Et puis si tout ça venait à mourir, voilà, et on a quand même des cartes en papier, on est obligé d'embarquer. Ouais, t'as encore quelques cartes papier aussi. Voilà, ça c'est dans la législation. Après, il doit pas y en avoir beaucoup qui s'en servent réellement, et en tout cas le but c'est que ça serve pas. On est quand même censé savoir lire des cartes marines papier, donc ouais. c'est important de revenir aux sources de temps en temps. C'est un peu la base quand même quand on est en bateau de savoir lire une carte, voilà. Ça peut être utile. Exactement. Et après j'ai mon système de radio, de radar, puis de pilote automatique qu'on retrouve aussi dedans. Ouais, donc c'est vraiment un bateau, c'est vraiment un truc qui est vraiment dépouillé pour la performance. Ouais, exactement. Et après, c'est-à-dire que t'as des... comment ça s'organise entre guillemets une journée de course, j'ai envie de te dire une journée, mais c'est pas vraiment une journée, quoi. Après, il y a des principes fondamentaux dans la gestion du bateau. Il y a les 3 R, là, les routes, réglages et rangement. Donc on gère la trajectoire, les réglages du bateau, et on est toujours en train de ranger et de préparer la prochaine manœuvre. Donc ça, c'est assez, c'est un cycle continu. Après, il n'y a pas aucune journée se ressemble. C'est aussi pour ça qu'on fait ce sport. C'est parce que les scénarios sont tous différents, la météo est différente. Positionnement par rapport aux adversaires, tout ça, et voilà. Après j'ai ce magnifique seau aussi quand on a besoin de faire nos besoins. Donc on en a 3. T'as pas de toilette, t'as pas de douche non plus? Non, après sur 4 jours on se lave pas forcément, on utilise des lingettes bébés. Ouais, c'est de la crème et puis du talc pour parer aux éventuelles moisissures, parce qu'on est quand même dans l'humidité de notre stop avec des vêtements très lourds et très étanches. Voilà, donc non, après derrière c'est très limité, hein. Le seul truc que j'emmène en plus qui fait 2 grammes, c'est une petite mascotte, 2-3 conneries. C'est petit. Et voilà, hein, c'est tout. Un sac poubelle. Ouais, les sacs poubelles. Voilà, les balises de survie, un petit gris-gris. Puis voilà, c'est tout. Est-ce que toi aussi tu as la boîte de sardines au fond du bateau? Non, moi j'emmène pas de sardines. C'est que je trouve ça un peu indigeste. Enfin, c'est pas mal au niveau du gras et des oméga 3 et plein de choses et des nutriments intéressants là-dedans, mais j'en emmène pas. C'est trop galère à manger en fait. Ok. On va vers la simplicité et l'efficacité pour s'alimenter, s'hydrater. Pour s'hydrater, c'est des gourdes que je viens remplir avec une petite pipette comme ça. On a un jerrycan ici, là. Ouais, t'as un jerrycan d'eau. Voilà. Et après, j'ai mon petit coca et mes petits jus de fruits quand même pour les coups de bourre et les petits plaisirs. Ouais, et puis les petits plaisirs, parce que c'est quand même au bout de 4 jours, quand t'es tout le temps sur le qui-vive, en alerte permanente, au bout d'un moment, t'as aussi besoin de te faire plaisir, quoi. Ouais, c'est ça. Donc les foils sur le Figaro Beneteau 3, on en a un de chaque côté, c'est symétrique. On les rentre au port, donc là ils sont rentrés. C'est ce qu'on voit ici sur le côté, en fait, vous les verrez plus tard. Donc on les sort en mer. Ensuite, on a moyen de les orienter avec ce qu'on appelle du rec, c'est-à-dire de l'incidence, comme une aile d'avion, en fait, mais on les oriente vers l'avant. Ça permet de sustenter légèrement l'avant du bateau quand on atteint une certaine vitesse. Autour de 8-9 nœuds déjà, on commence à ressentir vraiment les effets. En dessous, on va dire qu'on pousse plus d'eau qu'autre chose, mais ça permet aussi ça a 2 effets en fait. Un effet de redressement du bateau. Donc le couple de redressement, c'est ce qui va permettre, comme la quille, que le bateau ne se retourne pas. C'est-à-dire que ça remplace un peu les ballasts qu'il y avait dans les précédents bateaux, donc dans les Figaro Beneteau 2. Là, en fait, ça offre du redressement. Donc le bateau, une fois qu'il est gité et calé sur son foil, ça lui crée une sorte de rail et de redressement en plus. Et aussi,
couplé à ce redressement-là, ça offre un petit lift à l'avant du bateau. Donc ça permet de délester en fait l'avant du voilà. bateau. Donc en fait, ça fait planer le bateau un peu plus rapidement et ça le pose un peu plus sur les fesses du bateau. Et ça permet d'avancer plus vite et de gagner vachement en vitesse comme ça. D'alléger aussi à la barre, ça se ressent bien quand on reprend en fait ce fameux rec. Et ben ça allège vachement la barre et ça transmet la charge plutôt dans les foils, dans la quille du bateau. Et donc tout ça, c'est un équilibre à trouver. On a nos réglages après et on fait avancer le bateau comme ça. Okay. Après, j'ai une question par exemple sur la quille. Est-ce que c'est une quille qui est pendulaire comme sur les IMOCA ou pas du tout? Non, la quille, elle est droite, elle fait 2,50 m, elle est fixe et droite. Et elle bouge pas. Et elle bouge Elle bouge pas, elle permet pas de planer comme sur les IMOCA ou ce genre de choses. Non. Ouais. D'accord. Parce qu'en fait, pour faire un parallèle en fait entre les courses de voitures et les courses de bateaux, les IMOCA, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, les IMOCA c'est plus de la Formule 1, alors qu'ici ça va être plus de la Formule 4 en fait. Même pas. Même pas. En fait, l'IMOCA, oui, c'est de la Formule 1 et ça, c'est plutôt de la Formule 2. Là, c'est plutôt de la Formule 2? Ouais, en fait, c'est plutôt. On est quand même ici sur un support qui est. Bon, c'est de la fibre de verre, c'est pas de la fibre de carbone. On n'est pas sur des prototypes en fait, on est sur un bateau de série qui après est amené à très peu évoluer. On a tous une jauge à laquelle on est soumise qui est très stricte et on ne peut pas faire ce qu'on veut en fait avec ces bateaux. Ça va du diamètre du bout jusqu'au grain utilisé pour poncer la carène, etc. C'est très surveillé. À ce point-là, ouais, tout est très limité. C'est même les papiers ponces pour. Ouais, voilà, tout est très surveillé, ce qui est très bien et ce qui est normal, puisqu'on est en monotypie et on veut que les bateaux soient vraiment à l'identique. Ça va jusqu'au grammage de nos voiles, leur taille, leur forme, tout quoi. Donc on est vraiment loin de l'IMOCA à ce niveau-là. Après, de par le niveau et l'exigence que demande le bateau, c'est ce qui permet ensuite de naviguer sur des plus gros bateaux en étant plus à l'aise. Et vu qu'on repousse nos limites sur ce bateau-là, qui est quand même 2 fois plus petit que les bateaux qui font le Vendée Globe, et ben c'est pas du tout la même intensité, c'est pas les mêmes poids, les mêmes charges, mais on y met tellement plus d'intensité et de nerfs que ouais, de niaque en fait. Voilà, ça rend les choses d'autant plus difficiles. D'accord. Voilà. Après, j'avais une question. Un bateau comme ça, grosso modo, est-ce que tu sais combien ça coûte à peu près? Ouais, bah les bateaux, donc là les bateaux ils ont 6 ans. Un Figaro aujourd'hui, ça se revend aux alentours de 150 000 €, entre 150 et 200 000 € d'occasion, okay, avec son équipement, sachant que c'est des bateaux qui ont été fiabilisés, optimisés. On est plutôt autour de 200 000 € pour le coût global, on va dire, du bateau, avec l'électronique, etc., hors taxe. Ouais. Voilà, les bateaux, je crois qu'ils sont sortis à peu près à 210 000 € hors taxe en 2019. Qu'en fait, ils décodent pas tant que ça, mais ils étaient tout nus. Ouais, ils étaient tout nus, t'avais aucun bout de dessus, voilà, t'avais même pas les winches, je crois, une connerie comme ça. Si, il devait y avoir les winches. Si, t'avais quand même les winches. Mais il devait pas y avoir tout l'accastillage, les taquets, tout ça. Ouais. Mais voilà, donc non, c'est des bateaux relativement économiques de par leur simplicité et le fait qu'ils étaient produits en série. Et ensuite, voilà, ça n'a rien à voir avec les IMOCA, on est plutôt entre 1 million et 10 millions d'euros pour les bateaux les plus technologiques. D'accord. Voilà. Ouais, donc effectivement, ouais, c'est pas le même ordre de grandeur en fait. Non. C'est pas le même ordre. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. J'espère que la vidéo t'a plu. Oui, j'ai complètement oublié de filmer l'outro. Oui, mais je t'ai dit, je suis un influenceur en carton. Si tu me suis sur Instagram, tu dois le savoir. Je te donne rendez-vous dans un mois. On parlera d'autre chose que la voile, vu que la voile c'était un peu le sujet de l'été. Aujourd'hui, on va rapidement arriver dans l'automne et on va plutôt parler des vannes le mois prochain. Justement, le mois prochain, j'aménagerai mon Kangoo. Oui, parce que j'ai un Kangoo. Et je te laisse t'abonner si tu veux en voir plus. Allez, des bisous!